Ouais. Donc, ouais, on était à Turquie. Ouais. Coup de sifflet final. Les remplaçants qui ont. Ah, qui ont fui. Non, ils ont dû traverser le terrain et puis Ouais, il y a eu c'était. pas mal de, ouais, il y a eu pas mal de bastons là, après le match. Mais Donc, bon, l'important, c'est qu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Et en 2006, on fait cette Coupe du Monde en Allemagne, quoi. C'était top, magique. ouais, on va juste avant de revenir à la Coupe du Monde. Ouais, C'est la Ligue des Champions, toujours. ouais, Après Madrid, c'est la Juventus. ouais. On joue la Juventus, Juventus, on joue d'abord à la maison, on gagne de nouveau 2-0. 2-0 et on doit aller là-bas à Turin. À l'époque, c'était le Stadio delle Alpi, c'est l'ancien stade. Hmm. Et ouais, de nouveau, il y a Ibrahimovic devant, il y a Trezeguet. Thuram, Trezeguet, équipe de fou, quoi. Et ouais, de nouveau, on se qualifie, on prend pas de but et on passe en demi-finale. Mais ce match contre la Juve à Highbury, ce 2-0, ça reste un de mes matchs préférés, je crois, de ma carrière aussi. Tu peux nous donner deux, trois détails qui fait que c'était ton match préféré? C'était vraiment parce qu'on jouait contre une équipe vraiment établie. Tu vois, cette Juve de l'époque, c'était vraiment des joueurs d'expérience, des joueurs vraiment top. Moi, j'adorais Thuram à l'époque, Lilian Thuram. C'était vraiment un de mes idoles. Il arrivait peu à peu au bout de sa carrière, mais c'était la classe, quoi, comme joueur et comme défenseur à la Juve. Et puis j'adorais les couleurs de la Juve aussi. C'est un maillot top, quoi. J'ai toujours aimé jouer, j'ai toujours voulu jouer contre la Juve. Et puis de jouer là à Highbury, c'était magique, quoi. Magique. Donc, vous battez la Juve Ouais. sur deux confrontations. Vous arrivez en demi-finale, demi-finale, Villarreal. Match. Villarreal de Riquelme, voilà. Hi. Villarreal de Riquelme, je crois il y a Forlan aussi. Ouais, aussi Marco Senna qui a joué en équipe Ouais. nationale espagnole, des super joueurs, une des meilleures équipes de Villarreal de l'histoire, je pense. Et de nouveau, je crois qu'on fait match nul à la maison. Non, vous gagnez à la maison, 1-0. 1-0, 1-0, je crois. Ouais, 1-0 à la Ouais, maison. 1-0. Ouais. Et je crois que ça, c'est le dernier match Europe. Enfin, c'est le dernier match de Coupe d'Europe à Highbury. Donc ça reste un peu dans l'histoire, ce match-là. Et entre l'aller et le retour, on a un match contre Tottenham. Et je me rappelle, j'ai joué ce match-là et je me blesse. Je me fais mal au genou. Donc moi, ce que moi je pensais en demi-finale de Champions League, la seule chose que je pensais, c'était la finale, tu vois. Mais entre-temps, on avait le championnat et on devait continuer à faire des points en championnat et tout. Et puis là, on avait ce derby donc contre Tottenham. Et je me fais mal au genou et je dois sortir ce match-là. Et je suis dégoûté parce que je me dis, déjà, je vais louper le match retour parce que mon genou, il allait vraiment pas bien. Ceux qui ont eu des euh, latérales, le ligament latéral interne, là, le truc, dès que tu touches un petit peu le bout du pied, tu as mal. C'est vraiment un truc qui peut t'embêter pendant pas mal de temps. Et puis moi, je ne pouvais pas marcher, quoi. Donc je savais que ça allait être chaud déjà pour le retour, mais ça allait être vraiment chaud pour arriver à la finale. Donc dès ce moment-là, je me suis mis en mode, je dois bosser là, je dois faire tout, je dois tout mettre de mon côté pour arriver à la finale de Champions League, quoi. Donc, comment ça se passe, entre guillemets, rééducation de l'hyperextension du ligament? Bah, je vais tous les jours à l'entraînement. Après l'entraînement, je fais encore des traitements chez moi. Je me prends les anti-inflammatoires. Je fais tout pour arriver le plus vite possible à revenir à l'entraînement. Entre-temps, Arsenal se qualifie, donc joue cette demi-finale retour à Villarreal. Dernière minute, ou dans les dernières minutes, je crois, Riquelme a un penalty et Lehmann arrête ce penalty. Donc Lehmann, légende et tout, gardien allemand, une légende, il arrête ce penalty et Arsenal se qualifie en Champions League, en finale de Champions League. Et moi, je suis à la maison à Londres et je suis en train de toucher mon genou, je suis en train de prier, je suis en train de faire tout pour. Je dois arriver à cette finale, tu vois.
Alors, je double encore les anti-inflammatoires et je fais tout pour arriver, et pour pouvoir m'entraîner au moins à un moment, une semaine avant la finale. Et voilà, une semaine avant la finale, j'ai encore mal, mais je dis au physio et à tout le monde, ah, non, là, je dois m'entraîner, je suis obligé. Je crois 10 jours avant la finale, la finale, c'était toujours une semaine après la fin du championnat. Et là, j'ai dit non, j'ai pas joué un match, mais je dois m'entraîner avec l'équipe, que le coach voit que je suis bien parce que je dois être là pour la finale. Et j'avais mal, mais bon, le coach, il a vu que j'étais assez bien et puis il m'a pris dans le groupe, quoi. Puis moi, c'était ça que je voulais. Je voulais être sur le banc au moins, tu vois, en finale. J'ai fait tout ce chemin en Champions League et de louper ça, tu vois, à cause d'une blessure comme ça m'aurait fait vraiment de la peine. Mais bon, j'étais là, le jour de la finale. Sol Campbell, qui joue à ma place, marque ce premier but. Ensuite, le match s'est un peu déroulé, c'est un peu bizarre parce que le gardien prend carton rouge et en fait, dans la même action où lui prend carton rouge, eux, ils marquent. Mais l'arbitre, au lieu de laisser le but, il revient à la faute, il donne carton rouge et coup franc. Bon, on gagne 1-0. Tu te dis peut-être on arrive encore à tenir, mais en fin de match, le Barça, ils étaient plus forts, quoi. Ils ont eu trois occasions dures et puis ils ont mis 2 buts, quoi. À cette époque-là, juste pour que les gens se rendent compte, quand même, on parle d'une finale de Ligue des Champions. On parle du fait que tu étais t'as tout fait pour être sur le banc, c'est normal, parce qu'on parle d'une finale de Ligue des Champions. C'est énorme. C'est le rêve parce que quand on parle avec toi, on se rend compte que tu as des rêves. Enfin, nous, on a des rêves et on se dit, bah voilà, je vais faire ça, mon rêve, c'est de faire ça. Mais toi, c'est des étapes de ton rêve et en fait, chaque fois, tu les gravis, tu les gravis, tu les gravis. Ouais. Et je pense que ouais, ça fait partie de ma personnalité, ça. Une fois que je suis arrivé au Servette, je ne me suis pas arrêté là et je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est tranquille. Non, ça, c'est une étape. Tu vois, je prends toujours ces expériences comme des étapes. Alors, je suis arrivé là, je dois encore pousser encore plus loin parce que c'est possible, je peux le faire. Si je suis déjà là, ça veut dire que j'ai quelque chose pour être là. Je ne suis pas arrivé là par hasard. Je crois pas vraiment dans la chance. Tu vois, quand on dit, ouais, il y a eu beaucoup de chance et tout ça, ou les gens disent, ouais, j'espère avec un peu de chance. Moi, je ne crois pas vraiment dans la chance. Je pense que tu forces vraiment ton destin. Tu forces avec ce que toi, tu peux contrôler, ton énergie que tu mets euh, dans le monde. Tu vois, tu lances des trucs. Moi, dans ma tête, je me dis, j'ai envie de jouer en Angleterre depuis que je suis petit. Après, les gens, ils m'ont dit, ouais, c'est de la chance ou quoi. Mais dans ma tête, j'étais convaincu. C'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Et je l'ai lancé, je l'ai mis dans l'univers, si tu veux. Et puis après, l'univers, il m'a écouté. Et puis, les choses ont fait que les échelons sont arrivés, que je suis arrivé jusqu'à là-bas en Angleterre, tu vois. Donc, comme je reviens un peu, je ne crois pas vraiment dans la chance. Je crois plus en… Quand tu crois à quelque chose, il faut continuer à croire. Il faut pousser, s'il y a des portes, il faut ouvrir ces portes et casser les murs et continuer à croire dans tes rêves, quoi. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, donc ouais, cette saison finale de Ligue des Champions, je ne sais plus, c'est fini ce qu'on met au championnat. Monsieur Statistique, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2005-2006, vous finissez combien au championnat un petit peu? Peut-être deuxième, c'est possible, deuxième. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais, c'est ce qu'il a dit, je te confirme. Mais bon, après cette saison, c'était une belle saison. Vous finissez donc, finaliste de Coupe de Ligue des Champions. Tu finis le championnat. Donc là, tu vas commencer. Je pense que tu as quand même un petit peu de vacances. Tu pars un peu en vacances avec la famille, etc. Cinquième. Cinquième en arrivée? Ouais, cinquième, ouais. 2005-2006? Non, impossible. C'est vrai ou c'est marqué ça en tout cas? Mais alors comment on a fait la Champions League l'année d'après? Ah, peut-être quand Chelsea a gagné, ils étaient déjà… Là, je sais pas. Cinquième, on est arrivé. Ouais. L'année où on est… Ah, c'est bizarre. Bref. Et puis, donc là, tu vas en vacances, etc. Tu reviens de vacances, préparation pour la Coupe du Monde. Ouais, t'as pas vraiment le temps de prendre des vacances, quoi.
Si tu joues en finale de Champions League, tu peux t'imaginer que tu finis déjà 2-3 semaines après tout le monde. Ouais. Et ensuite, je crois que j'ai eu le temps de rentrer à Genève, même pas une semaine. Et ensuite, je suis reparti déjà en camp d'entraînement avec l'équipe nationale. Donc, j'ai pas le temps vraiment de me remettre des émotions et tout ça, mais je me suis remis de ma blessure au genou. Et puis, je pars en équipe nationale. Je me suis trompé, quatrième. En fait, ça s'est joué à la dernière journée avec Tottenham. Voilà. La dernière journée, qui est fameuse, cette dernière journée. Alors, eux, ils avaient besoin, je crois, d'un point et ils étaient qualifiés en Champions League devant nous. Et nous, on a gagné notre match. Et eux, le jour du match, ils appellent ça le jour de la lasagne, en fait. Parce qu'apparemment, ils ont mangé une lasagne qui n'était pas bonne ou quoi. Et il y avait la moitié de l'équipe qui était malade et ils n'ont pas pu Mais jouer. non. Ouais, je te jure, c'est la vérité. Et je crois 4-5 joueurs, ils étaient malades ce jour-là, le dernier match. Ils n'ont pas pu jouer avec leur équipe top. Bon, moi étant fan Bien. d'Arsenal, ça c'est typique Tottenham, quoi. Typique Tottenham, l'excuse de la dernière, la lasagne. Non, non. Donc, 2006, première Coupe du Monde. C'est le rêve de tout footballeur. En Ouais, plus, ouais, c'était incroyable, incroyable, incroyable moment. En Allemagne en plus, c'était juste à côté de la Suisse. Il y avait des trains entiers de Suisse qui allaient au stade. T'arrivais au stade, il y avait une marée rouge, c'était incroyable. On n'a pas des stades aussi grands en Suisse. Donc le stade le plus grand, c'est Bâle, 40 000. hmm. Et tu le remplis, et en équipe nationale, tu le remplis. Mais là, tu arrives en Allemagne et c'est des stades de 90 000 personnes, 80 000 personnes. Et la moitié, les trois quarts du stade, ils sont rouges, tu vois. Peut-être pas contre la France le premier match, mais contre le Togo, on a joué à Dortmund et c'était rouge. C'était les 80% du stade étaient suisses. Je crois que c'était même le record de personnes qui sont venues dans un stade suisse, tu vois, à assister à un match de l'équipe de Suisse dans le monde moderne, parce que je pense à l'époque, il n'y avait pas de trucs de sécurité et tout ça. Dans un stade assis, je crois que c'est un des records, quoi. C'était magnifique. Elle était belle cette Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'elle Ouais, était belle. magnifique, magnifique. Et je me rappelle, après tous les matchs, les gars à Genève, ils m'appelaient, ouais, il y a la fan zone à plein palais, c'est incroyable. Tu sais pas comment on vibre et tout. Et puis en vrai, on passe, non, on joue le Togo, on gagne et on a ce dernier match contre la Corée. Exactement. Et puis là, on est obligé de battre la Corée et puis de passer en huitième de finale. On savait que les cartes étaient dans notre main. On a joué contre la France, on a fait match nul. Ensuite, on a battu le Togo et on est obligé de battre la Corée, quoi. On doit passer en huitième. Et puis voilà. Le reste. Voilà. Donc après, la Corée, il y a ton goal. Ouais. 23e minute, tu marques, tu te blesses. Enfin, la photo qui fait le tour de tous les médias suisses. Ouais. Tu as le doigt en sang et. Ouais, écoute, ça, c'est un peu une chose qui revient un peu dans ma carrière. Je pense que ce but, c'est un peu à l'image de qui je suis comme personne, un peu. Et ça, c'est vraiment pas pour me vanter. Les gars qui me connaissent le savent. Je mets mon corps à disposition de l'équipe, quoi. En fait, je me sacrifie un peu pour l'équipe. C'est un peu mon image que j'ai. Mais c'est ça. J'ai mis ma tête où peut-être quelqu'un ne mettrait pas leurs pieds, quoi. Et puis je suis allé avec tout. Et puis j'ai mis ce but-là avec toute mon énergie, avec toute ma passion. Et, euh, et ouais, c'est magique. C'est un moment qui reste gravé sur mon front déjà, mais aussi dans ma mémoire. C'est clair. Donc, la Suisse se qualifie pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde. Ouais. Donc là, on parle déjà d'exploit. Et puis, l'adversaire suivant, c'est l'Ukraine. Voilà. L'Ukraine. Voilà. En fait, en deuxième mi-temps, je me blesse. Je me fais mal à l'épaule et je me luxe l'épaule. Et ma Coupe du Monde est finie. Mais j'ai ce sentiment qu'on s'est qualifié en huitième de finale et
je suis super content d'un côté parce que j'ai marqué, que l'équipe a gagné et qu'on est qualifié. Mais dans un autre sentiment, je suis dans les vestiaires en train de pleurer après le match. Tu vois, pendant le match, quand je suis dans le vestiaire, je suis en train de pleurer, quoi. J'ai loupé le reste de ma Coupe du Monde. Ensuite, on joue contre l'Ukraine et puis ouais, c'est dommage parce qu'on avait peut-être les armes pour faire mieux. Et ouais, la loterie des pénaltys a fait que c'était pas pour nous cette année-là. Ah, c'est sûr. Mais quand même un bon sentiment, sachant que la Suisse est une nation qui, enfin en tout cas à l'époque, jusqu'à même maintenant, enfin, il dépasse pas les huitièmes, le quart, enfin il arrive souvent au plus tard au quart. Ouais. Et dès que vous revenez en Suisse, c'est un immense accueil des fans suisses. Donc je pense que quand même vous êtes fiers. Ouais, c'est clair, on est super fiers. Écoute, c'était une super Coupe du Monde, on a fait vibrer le pays. Et je pense que tous les joueurs, on est sortis plus grands et plus forts de cette expérience. Ça, c'est clair. Regarde les messages. Il y a des très beaux messages qui passent là. Laisse-moi lire un peu. Les erronés à carreau, je sais qui ça. Non, mais écoute, on est tous sortis plus grands et plus forts de ce mondial. Mais moi, c'est clair que j'avais ce sentiment de quelque chose d'inachevé parce que j'ai pas fini la Coupe du Monde. J'ai pas fini et puis j'ai pas fini. J'ai un sentiment ouais, il me faut plus que ça parce que je suis pas arrivé au bout. Ouais. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Donc là, après, donc je me rappelle, moi, ce jour-là, quand tu es revenu après la Coupe du Monde, tu es revenu à Genève, tu as eu un accueil quand même. C'était un bel accueil quand même. Hein. Ouais, c'était sympa. Vraiment, c'était sympa. Et comme je t'ai dit, la fan zone à Genève, c'était vraiment cool. Et je pense que les gens ont bien vibré et tout. Ouais, c'était super, quoi. Ça, c'était vraiment beau. L'année d'après. L'année d'après, faut retour au boulot un peu, retour à Arsenal. Non, mais là, entre-temps, tu as quand même des petites vacances, non? Là, ouais, avec mon épaule luxée, j'ai dû me faire opérer. Donc, quelques jours après le match contre l'Ukraine, on revient en Suisse et je repars à Londres. Je me fais opérer à Londres, je fais ma rééducation. Tous ceux qui ont eu des blessures à l'épaule, ils vont savoir. La rééducation de l'épaule, c'est le truc le plus ennuyeux qu'il y a et qui existe, quoi. Tu dois faire des petits exercices comme ça, rééduquer l'épaule. Je m'étais complètement luxé l'épaule, tu vois. Donc, faut tout rééduquer. Et puis voilà. Je prends quand même un peu des vacances et puis je repars juste après la préparation, je crois, je reviens. J'ai loupé la préparation, je reviens un petit peu en cours de saison, mais je reprends le rythme peu à peu. Ok. Donc, voilà, c'est déjà ta troisième saison Arsenal. Ouais. Donc, c'est plus le Philippe qui est arrivé à 17 ans, qui commence à avoir un statut. Enfin, quelles sont les responsabilités que même toi, tu dis que tu as? En fait, on finit cette période à Highbury, dans l'ancien stade, et on bouge dans le nouveau stade à cette époque-là. Est-ce que tu sens une grosse différence entre les deux stades? Ouais, il y a presque le double de personnes. Ouais. Il y a presque le double des supporters. Le club prend une ampleur incroyable parce que c'est vraiment. Déjà, c'était un grand club, mais là, on passe dans vraiment un temple. C'était incroyable. Emirates, c'est un stade incroyable, magnifique, et 60 000 personnes tous les matchs. Donc, à cette époque-là, je me rappelle qu'ils remettent tous les numéros un peu vers le bas. Donc, moi, du 20, j'avais le 20 à cette époque. Et Arsène Wenger me dit, OK, il y a le numéro 6 qui est libre et j'aimerais te le donner à toi. Alors, moi, je saute sur l'occasion. Le numéro 6, c'est le numéro de la légende des défenseurs centrales en Angleterre. Et pour Arsenal, c'était Tony Adams. Et depuis Tony Adams, il n'y avait personne qui avait eu ce numéro. Donc, c'est une responsabilité et un signe de confiance que le coach me fait en me donnant ce numéro 6. Donc, j'arrive avec
ouais, tu peux dire, hein, c'est un autre statut. Là, tu arrives avec le numéro 6, tu dois défendre ce maillot à ce moment-là, tu vois. Donc, ouais, c'est Mais différent. là, quand tu es arrivé chez Arsenal, tu avais signé pour combien d'années? 4 ans, c'est ça? Ouais, j'avais signé pour 4 ans et, au bout de ma deuxième année, je re-signe pour de nouveau 4 ans. Donc, je refais 4 ans. Ouais. Ok, Au bout de ma troisième année, ouais. Je refais 4 ans et puis je renouvelle mon contrat. Ça, je suis ouais, resté en tout 6 ans et demi, je crois. 6 ans et demi, 7 ans, je suis resté à Arsenal. d'accord. Ok, d'accord, quand même. Après, au fil des années, tu commences aussi à prendre une certaine ampleur dans l'équipe. Voilà, tu reçois le numéro 6. Mhm. Donc, c'est vrai que bah, là, on commence à sentir que bah, ouais, tu deviens le patron de la défense. Et est-ce que tu as des. Bon, je sais que tu étais bien à Londres, etc. Mais est-ce que tu commences à avoir des envies d'ailleurs? Est-ce que tu commences à peut-être regarder un petit peu ce qui se fait? Est-ce que tu. Bah, à l'époque, je pense que bah, oui, à ce stade-là, tu arrives à un agent. Est-ce que ton agent te parle un peu de ce qui se fait de mieux? Parce que. Enfin, voilà. Que ça intéresse sur toi. Voilà. Ouais, il y avait des bruits. J'avais un agent à l'époque et je l'ai gardé. Au moment où j'ai rediscuté mon contrat, j'avais besoin d'un agent anglais. Mm. Mon père, c'était passé complètement au-dessus. Il m'a aidé pour ma première partie de ma carrière et je pense que j'avais que besoin de lui et d'un avocat pour discuter mon premier contrat là-bas. Mais une fois que j'ai dû rediscuter mon contrat à Londres avec Arsenal, j'avais besoin de quelqu'un qui était là-bas, qui connaissait le marché, qui connaissait ma valeur de marché, qui savait parler avec les personnes d'Arsenal et qui va pousser le maximum pour moi, tu vois. Donc à ce moment-là, je prends un agent anglais et j'ai été avec lui toute ma carrière après. Mm. Et lui, on rediscute mon contrat et puis lui, c'est un fan d'Arsenal, donc il voulait pas vraiment que je bouge, tu vois. Il savait que j'étais heureux là et que je voulais rester. Donc, Mm. c'était assez facile de rediscuter ce contrat. Et puis, il m'amenait pas vraiment de choses de l'extérieur parce qu'il savait que moi, j'étais content là. Maintenant, j'ai été titulaire certaines fois. Des fois, je me blessais. Ensuite, il y avait la concurrence dans les grands clubs. C'est en dessus de ce qu'on peut imaginer. Donc, tout le monde veut prendre la place de tout le monde indirectement parce que tout le monde veut jouer en fait. Mm. Donc, c'est la concurrence et le niveau est super haut. Donc, des fois, je suis titulaire pendant quelques mois. De nouveau, je me blesse ou quelque chose se passe dans les matchs, tac, et l'entraîneur change, etc. Et donc, la concurrence était rude à l'époque et il y avait plein de bons joueurs à ma position. Ouais. C'est sûr. Donc, ouais, c'est 2 saisons comme ça. Ouais. Après, ouais, et puis, bah, à la fin de ces 2 saisons, qu'est-ce qui se passe? À la fin de ces 2 saisons, ce qui se passe, c'est que j'avais un peu moins de temps de jeu, même si certains matchs où j'ai été même capitaine dans les matchs de coupe, etc. Ce qui était incroyable. Moi, j'étais capitaine dans certains matchs et je me sentais super bien sur le terrain, mais je voyais qu'en championnat, j'avais un petit peu moins de possibilités. Et à la fin il y avait une saison, on a joué contre le Milan en Champions League, etc. J'ai fait des très bons matchs et Arsenal a fait des très bons matchs, mais moi entre autres. Et à la fin de la saison, Mathieu Flamini bouge de Arsenal, il va au Milan. Voilà, bravo, super, j'étais super content pour lui, quoi, parce que c'était un bon gars et tout, je m'entendais bien avec lui. Et je vois pendant la préparation, Arsenal signe Thomas Vermaelen. On avait déjà pas mal de gens en défense. En plus, on signe Thomas Vermaelen qui vient avec tu vois, il vient de Ajax, c'est un super joueur, pied gauche. Il va jouer sur la partie gauche de la défense. Moi, c'est plutôt où j'évoluais à l'époque et au long de ma carrière, même si je suis droitier, je jouais plus à gauche. Et je voyais que voilà, déjà c'était chaud de jouer la saison d'avant où j'ai eu un peu moins de chance. Je pense que cette année-là, ça va être difficile. Je vois au bout de la préparation, ouais, ça va être difficile, je ne vais pas beaucoup jouer. À la fin de préparation, il y a Mathieu Flamini qui m'appelle et puis il me dit ouais, écoute, on est assis à la table avec les gars de l'équipe et avec Ancelotti et puis il me demande si tu serais chaud pour venir au Milan. Mais Et non. moi, je dis non, mais tu rigoles quoi. Enfin, dans ma tête, c'était facile la décision. Je n'ai pas beaucoup joué ici et Milan AC, tu vois, il me veut.
Alors, voilà, j'ai dit, écoute, je te rappelle demain, je parle avec mon agent et je parle 2, 3 coups de fil avec le club et je parle avec Arsène Wenger et je regarde un peu quelles sont les options. Le jour d'après, je vais à l'entraînement, je parle avec Wenger, puis je lui dis, écoutez, j'ai cette option d'aller au Milan. J'ai encore contrat ici, j'avais encore 2 ans de contrat. L'option qu'ils donnent, c'est, OK, on te laisse partir en prêt et puis on met cette option d'achat si eux, ils veulent t'acheter ou pas. Moi, je pense que cette option d'achat était un peu élevée. Ils l'ont mis un peu trop haute pour moi et pour le nombre de matchs que j'ai fait là-bas à Milan. Mais bon, je pars à Milan et ouais, et Arsenal était content que j'aille là-bas, que je puisse prendre de l'expérience. Et puis moi, c'était le top, quoi. J'allais pas beaucoup jouer et puis je pars à AC Milan, quoi. C'était Non, mais magnifique. tu pars à Milan, on parle du grand Milan. Donc c'était Ouais. Milan où il y avait Ronaldinho, David Beckham, Dida au but, Pirlo, Nesta, Wow. Maldini, Wow. c'est des joueurs, mais c'est de la légende, des champions du monde, des champions de Champions League, ils ont tout gagné avec. Il y avait Seedorf, c'était des joueurs, des grosses personnalités, vraiment des grosses personnalités. Et j'arrive dans ce vestiaire, le premier jour, il y a Odo et Brocchi qui partent. Odo va au Bayern Munich et Brocchi va à la Lazio. Et les gars, ils étaient en pleurs. Alors, toute l'équipe se sont mis autour d'eux et puis les gars, ils pleuraient parce qu'ils partaient du Milan, quoi. Et moi, ça m'a choqué. Moi, j'arrive le premier jour, je vois les gars, des adultes, en train de pleurer parce qu'ils partaient du Milan. Tu sais ce que ça veut dire, partir du Milan? Tout le monde avait envie d'être là. L'ambiance était tellement bonne, l'ambiance était tellement familiale que les gens, ils avaient envie d'être là. Ils ne voulaient pas partir. Même s'ils ne jouaient pas, mais ils avaient envie d'être là. Donc ça m'a tout de suite montré, choqué dès le premier jour. J'ai envie de faire partie de ça, quoi. Et donc, arrive comme ça, comment ça se passe? Est-ce que tu parles déjà un petit peu l'italien? Est-ce que tu parlais déjà un petit peu l'italien à l'époque? Est-ce que c'est plus enfin, l'espagnol, enfin, voilà, il y a des mots qui sont similaires. Mais... Ouais, ouais, c'est un peu similaire et puis je me défends. Mm. Ouais. Ouais. Et puis ça va, j'arrive à m'intégrer assez facilement. Il y a pas mal de gars qui parlent espagnol, portugais. Je me défends aussi en espagnol, portugais. Et puis il y a des gars super, quoi. Je m'entends très bien avec les Brésiliens dès le début. Kaká, Ronaldinho, Dida. Non, mais tu vois, je m'entends bien avec eux. Je suis à la table avec Seedorf. J'étais fan du Real. J'ai des photos avec lui. Tout de suite, un des jours, je lui amène une photo de moi et lui. J'avais 8 ans et lui était au Real. Et puis là, je suis assis à côté de lui en train de manger. Tu vois, lui, il est comme ça. C'est une légende, quoi. C'est la classe. Mais dès cette époque-là, je vois pourquoi ces gars, ils ont 40 ans, 36 ans, 37 ans et pourquoi ils sont à ce niveau-là. Parce que c'est des gars, tous les jours, c'est du travail. Moi, j'arrivais à Milanello le matin et on repartait le soir. Tu vois, une journée d'entraînement, vraiment, c'était une journée de travail. C'était pas comme à Arsenal où j'arrivais le matin et je faisais mon entraînement de 2 heures, un petit peu dans la gym, tu vois, enfin pas à Libye, mais je faisais mes trucs dans la gym et puis voilà, chacun pour soi, on rentre chez nous. Là, c'était toute la journée. Là, c'était une journée de travail et on travaillait. C'était vraiment du travail. Moi, je suis arrivé à la fin de la préparation et ils m'ont fait faire une préparation spécialisée juste pour moi à la fin. Et pendant 2 semaines, j'ai fait que de courir. J'ai fait que de courir, mais c'était incroyable. Il y a une piste autour du terrain où on s'entraînait. C'est un peu du sable, mais c'est genre piste d'athlétisme. Mm. Et j'ai fait que de courir autour de cette piste. C'est ce que je me rappelle. Donc c'est bien ce qu'ils disent la légende qu'en Italie, au niveau de la préparation, c'est vraiment chaud. Ouais, ça bosse. 2 fois par semaine, c'était la force. Et tu vois, les gars, les Maldini, les gars, ils sont là et ils bossent, hein. Je me rappelle presque tous les matins au début de la semaine, on fait un peu les abdos. Et tout le monde se met en cercle, on fait les trucs, les abdos, l'agilité. Mais quand on fait les abdos, je me rappelle, je regarde, mais Seedorf, il ne fait pas les abdos. Moi, je dis, mais fait celui-là. Après, les gars disent, non, mais il a trop d'abdos, ça ne sert à rien qu'il fasse des autres exercices. Non, mais ses abdos, ils étaient comme ça. C'est des trucs comme ça. Et ça ne servait à rien qu'il fasse les abdos avec tout le monde, tu vois. Il faisait ses propres exercices et tous les gars, ils avaient leur propre programme, leurs propres exercices.
Et ils bossaient plus que moi, j'ai jamais vu des gars comme ça bosser. Et ils étaient au top de leur forme, quoi. Maldini, c'était un des plus rapides quand on faisait les sprints, tu vois. Et il avait 40 ans. C'était sa dernière saison. Donc là, tu arrives au Milan, c'est un autre football. Tu as connu le football suisse, le football anglais, tu as le football international, et tu arrives au football italien qui est réputé tactique. Comment toi, tu le décris? Ouais, comme je te dis, j'arrive dans une famille. Ancelotti, c'est plus ou moins tout le temps la même chose, les entraînements, mais c'était dans l'ambiance, tu avais envie de tout faire pour lui, quoi. C'est un coach incroyable et tous ceux qui l'ont eu, ils vont te le dire, c'est la classe. Tu as envie de tout donner pour lui. Il te fait sentir tellement bien dès le début, il te donne la confiance et tout. Et, euh, et au niveau du jeu, bah, c'est un autre rythme. Ça va à un autre rythme que le jeu anglais. Moi, je me rappelle au début à l'entraînement, j'allais comme un fou parce que j'étais habitué aux entraînements à Londres où c'était pendant une heure, tu arrives et tu rentres dedans pendant une heure et ensuite c'est fini l'entraînement. Là, comme ça durait un peu plus longtemps, au début, je n'étais pas habitué, mais j'allais comme un fou au début. Et après, les gars me disaient, ouais, faut tranquille un peu au début, tu vois. L'entraînement, tu verras, ça va durer un peu plus longtemps à quoi tu es habitué, quoi. Et ça, c'est un peu le rythme de l'entraînement était un peu plus bas, mais ça jouait aussi. Il y a vraiment des joueurs incroyables. Et les matchs aussi, c'était un peu plus tactique, les défenses un peu plus basses par rapport à Arsenal, beaucoup plus basses, parce qu'on était à Arsenal, on était au milieu de terrain et puis tu devais courir vers ton but, tu vois. Là tu étais posé un peu plus bas, un peu plus tactique et ouais, tu essayais de trouver les joueurs entre les lignes. Et puis il y avait tellement de qualité. Moi, je la donnais tout le temps à Pirlo et Pirlo, il s'en sortait avec sa technique, quoi. Bon, là, on a une question qui revient un peu. Tu as une petite anecdote un peu sur Ronaldinho? Parce qu'il y a plein de gens qui sont fans, là, si tu as un petit truc. Ouais, un joueur incroyable. Il faisait ce qu'il voulait avec le ballon. Ça, je peux pas. Enfin, tout le monde le sait, ce qu'il faisait, mais ils essayaient de le faire courir. Moi, je me rappelle au début, parce qu'il était, tu vois, il était pas vite, trop vite, tu vois. Ils essayaient de le faire courir. Ils lui ont fait une préparation de fou aussi. Ils lui faisaient faire des trucs extra et tout. Mais tu voyais que le gars, voilà, il se donnait, tu vois. Mais quand le moment arrivait de l'entraînement, c'est là que tu voyais le vrai Ronaldinho. Avec le sourire, il faisait des trucs incroyables. Ouais, c'était beau à voir, quoi. Une anecdote comme ça, non. Les Brésiliens, ils ont tous un frère ou un cousin ou quelqu'un qui bosse pour eux, qui font partie de la famille, tu vois. Et moi, je me rappelle, on passait beaucoup de temps à Milanello. On avait notre chambre là-bas, en haut. Et ensuite, tu as les terrains d'entraînement et tout ça. Mais souvent, quand on rentrait tard le soir après les matchs, on restait dormir à Milanello au lieu de retourner euh, dormir à Milan. Ou des fois, quand 2 jours avant le match, on restait à Milanello dormir. Et puis voilà. Et moi, je me rappelle un soir, eux, ils jouaient à la PlayStation, puis j'allais dans la chambre parce qu'il y avait tout le temps des trucs à manger. Et je me rappelle un soir, il n'y avait rien, il n'y avait plus des trucs à boire dans son frigo, parce qu'il avait un frigo dans sa chambre. Il n'y a pas tout le monde qui avait un frigo, mais Ronaldinho, il avait. Je me rappelle, il n'avait rien à boire. Puis il a appelé je ne sais pas si c'était son beau-frère ou quoi. Puis il est revenu, genre une demi-heure après, il avait des sacs pleins de trucs dedans à manger, à boire, des trucs. Ouais, c'est magique, quoi. Tu peux pas t'imaginer ce qui se passait dans cette chambre. Ouais. Après, bah voilà, bah, le championnat il arrive assez vite. Tu te rappelles un peu de ton premier match à San Siro? Premier match, je crois que je suis rentré en cours de match. Ouais, je crois que je suis rentré en cours de match. Et après, j'ai rejoué de nouveau à l'extérieur, je crois. Mais ouais, magnifique, magnifique. Quand les fans, enfin, quand le speaker a dit mon nom et je suis rentré à San Siro, c'est magique, quoi. C'est top, ce maillot rossonero. Moi, c'est un rêve pour tout le monde. Tu arrives au Milan AC. Partout, c'est écrit le club le plus titré au monde. Tu sens que tu arrives dans une légende, un club légende du foot, quoi. C'est sûr, c'est Incroyable. énorme. Milan AC, Maldini, Nesta. C'est bien. C'est bien. Mais bon, il l'a dit, hein, il a dit en même temps, c'est les personnes qui travaillent le plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour garder le cap, t'es obligé, t'as pas le choix. C'est qu'il n'y a pas de miracle. Et moi, Ouais. à partir de là, j'avais 24 ans quand je suis arrivé au Milan. À partir de là, j'ai appris à travailler, en fait.
Ouais. Je savais, ouais, il faut bosser, mais je savais pas comment, tu vois. Là, j'ai vraiment appris à travailler. Je me suis dit, OK, ça, c'est ça que je dois bosser. C'est comme si, c'est comme ça, tu vois. Et quand je voyais que les gars qui avaient 16 ans de plus que moi, Maldini, 40 ans, il avait son propre programme et il le faisait régulièrement, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait pas un jour off, hein, pas un jour libre ou quoi. Et c'était tout le temps, tous les jours la même chose. Et je pense que ça, il n'y a que comme ça. Il y a pas de raccourci vers le sommet. Il y a vraiment, c'est tous les jours, il faut cravacher, il faut bosser et voilà, prendre exemple sur ces gens. Je te jure, je te jure. Quand même, là, tu as fait 3 clubs et puis, mine de rien, tu as fait 3 grands coachs. Lucien Favre, Arsène Wenger, Ancelotti. Ouais. Ouais, c'est vrai, Ouais, j'étais habitué à ça et j'avais Hitzfeld en équipe nationale qui est aussi un grand coach ouais. de foot. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. À partir du Servette, d'avoir Lucien Favre, c'est déjà une grande chance. Et ensuite, Arsène Wenger et puis après Ancelotti, quoi, avec la personne que c'était et que c'est encore. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, à la fin de saison, c'était un prêt au Milan AC. Ouais. Rapidement en fin de saison. Ils n'ont Toi, pas ton choix relevé, ils ont pas relevé l'option, donc je suis revenu. J'avais encore une année de contrat, donc je suis revenu à Arsenal. à Arsenal. Attends, il y avait R9 au Milan à cette époque-là? Non, 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 il n'y avait pas. Je crois que c'est l'année d'après, je crois. non, non. Et je crois il était déjà passé. Ok. Il était déjà passé au Milan et puis ils en parlaient encore d'ailleurs. Il y avait Ouais. Inzaghi, il y avait des gars Ouais. de fous hein, dans Inzaghi, ouais. l'équipe. Ouais, j'en oublie quelques-uns, mais ouais, Inzaghi, c'était incroyable aussi. Je m'entendais super bien avec lui. Et Ronaldinho, il l'avait dit, c'était le pire meilleur joueur ou le meilleur pire joueur qu'il avait jamais vu. Je sais pas si tu arrives à le meilleur pire joueur. Parce qu'en Ouais. fait, dans le jeu, il était inexistant. Mais on le sait, dans les matchs, c'était comme ça. Mais après, par contre, à l'entraînement, il mettait les mêmes buts de merde qu'il mettait dans le match, il les mettait aussi à l'entraînement. Mais il savait déjà où le ballon il allait arriver et tout ça. C'était incroyable. Incroyable. Non, pour te dire, voilà, je reviens. Je reviens Ah Arsenal. non, ouais, mais d'abord au Milan, ils en parlaient encore de R9. Ils disaient quel joueur, quoi. S'il n'avait pas eu ses blessures, et même avec ses blessures, c'était le meilleur joueur qu'ils avaient jamais vu. Tout le monde en parlait encore. C'est vraiment une légende. Non. Non. Donc, ouais, voilà, Milan. Ouais. Option d'achat un peu trop élevée. Ouais, je pense. J'ai pas fait assez de matchs. J'ai fait quoi, 14 matchs, je crois, en Serie A, quelques matchs en Coupe, quelques matchs en Coupe d'Europe. J'ai pas fait assez de matchs pour qu'ils m'achètent. En janvier, ils ont acheté Thiago Silva. Il est déjà venu, il s'est intégré à l'équipe, mais il pouvait pas jouer jusqu'à la saison d'après. Ouais, Thiago Silva était déjà incroyable et je pense que il comptait sur lui plus qu'il comptait sur moi à l'époque, quoi. Donc, retour à Arsenal. Ouais. Et quand même, le bilan t'a fait évoluer, t'as un peu changé ta mentalité. Ouais, ouais, j'ai appris, comme je l'ai dit, j'ai appris à travailler, j'ai changé un petit peu ma mentalité et je reviens avec un bagage d'expérience important. Mais c'est clair que pendant le temps là, Arsenal ont acheté des autres joueurs, les joueurs ont évolué et c'est clair que l'équipe a évolué aussi et je vois de moins en moins de chances pour moi de jouer. Donc je fais une mi-saison et je joue, je crois, 2 ou 3 matchs en coupe et c'est tout. Et là, je me dis, non, là, je suis déjà parti une fois, je ne joue pas beaucoup, et là, vraiment, c'est peut-être le moment. 25 ans, 24 ans, il faut que je bouge, quoi. Donc, donc en janvier, décembre, j'ai des contacts avec mon agent, et puis je lui dis, écoute, il faut qu'on trouve une solution. Il faut que je parte parce qu'il faut que je joue. Il y avait, qu'est-ce qu'on préparait là? Il y avait la 2008, on était déjà passé. 2010, c'était la 2010, ouais. Coupe du Monde. Donc, moi, je voulais préparer ma Coupe du Monde et je savais que j'avais besoin de matchs dans les jambes pour être au mieux avant la Coupe du Monde. Donc, on parle avec mon agent et puis j'ai cette option d'aller à Everton. À Everton, avec David Moyes, on parle et puis il me donne j'ai un bon sentiment, donc je vais à Everton. Nouveau terrain d'entraînement, grand club, je change de ville. Ça m'a fait du bien vraiment de voir ça et puis
c'était une super expérience. C'était un autre style de football, par contre. C'était un football beaucoup plus direct. Et peut-être que ça allait un peu moins avec ce que j'étais habitué. Mais aussi une expérience top, parce que c'est un très grand club aussi. Top. Mais à Everton, c'est très peu de matchs, non? Ouais, très peu de matchs. Et comme je t'ai dit, peut-être que c'était un style qui allait pas avec mon profil. Peut-être qu'eux, ils voulaient un autre profil. Ils m'ont pris en janvier. Le marché de janvier, il n'est jamais facile. C'est un truc où tu joues direct, où tu vas essayer d'être troisième défenseur central et attendre un peu ta chance, quoi. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils m'ont pris. Et bah, malgré que tu joues pas énormément, comment ça se passe ta relation avec le sélectionneur? Il prend tes nouvelles, Ouais, il prend mes nouvelles et il compte sur moi. Donc, j'avais toute la confiance du coach à l'époque. Et il savait que même si je jouais pas beaucoup en équipe nationale, je venais, je jouais, puis je faisais mes matchs. Donc, euh, on arrive à l'été et puis je suis dans l'équipe, quoi. Mais est-ce que toi, dans ta tête, pendant cette période où puis tu joues pas énormément, est-ce que tu gamberges un petit peu? Est-ce que tu te dis, parce que voilà, on sait tous que le footballeur, il a besoin des minutes dans les jambes, etc. Donc, est-ce que qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas souvent avec les moins de 23 ans? Enfin, Je suis allé quelques fois avec les moins de 23 ans, ouais, hum, à Everton pour avoir des matchs et pour pouvoir dire au sélectionneur que voilà, j'ai fait mes matchs. Et ouais, je réfléchis quand même pas mal parce qu'en partant d'Arsenal, je prends quand même un risque. J'aurais pu rester jusqu'à la fin de mon contrat, mais non, je pars et je prends mon option de rester 6 mois à Everton et de rester sans contrat à la fin de la saison. Donc je prends quand hum, même un risque de partir, mais je me dis avec la Coupe du Monde, si je fais quelques matchs, j'arrive, peut-être je vais avoir plus d'options en été que de rester à Arsenal et de faire 0 match jusqu'à la fin de la saison. Donc, hum. ouais, je commence déjà un peu à réfléchir à ce que je vais faire après mon moment à Arsenal. donc assez vite arrive la Coupe du Monde. Ouais. Premier match, l'Espagne. Ouais. Quel match? Alors, comme tu as dit, j'ai tellement gambergé et tellement réfléchi. Je dois arriver à cette Coupe du Monde bien, je dois bien arriver, je dois bien y arriver en forme et tout ça, que j'arrive surmotivé en fait. J'arrive surmotivé à cette Coupe du Monde et mon premier match, au bout de même pas 30 minutes, je crois, je tacle mon coéquipier, tu vois ce que je veux dire? Un truc de malade, ça m'est jamais arrivé avant ni après, quoi. Et j'étais surmotivé. J'étais surmotivé. J'arrive à un moment où peut-être que j'avais pas réfléchi. Je me suis dit, ah, j'ai envie de tout défoncer. J'ai raté la dernière Coupe du Monde, le dernier match. Là, il faut que je défonce tout. En plus, contre l'Espagne et tout. Et j'avais bien commencé le match. Mais c'est clair que voilà, cette blessure, ça me casse, quoi. Donc, je dois sortir au bout de, je sais pas, 30 minutes, je crois. Et on gagne le match. Gelson marque ce but incroyable. Euh, et les gars qui rentrent pour moi jouent super bien. Et toute l'équipe joue super bien. Donc, c'est magnifique pour la Suisse. Je vibre et tout. Je suis super content. Mais à l'intérieur de moi, je suis là. Mais est-ce que je vais pouvoir revenir et refaire un match cette Coupe du Monde? Donc, je me mets dans ma bulle. Et je commence à bosser comme un fou pour essayer au cas où on se qualifie, ou au cas où il y a quelque chose qui se passe et que ma cheville se remet bien, je peux rejouer avant la fin de la Coupe du Monde. Parce que c'était quoi concrètement ce que tu avais eu, tu t'es fait à la cheville, c'était Non, quoi? une Une entorse. entorse, une grosse entorse, quoi. Ok. La cheville super gonflée. Hum, Je montrais le moins possible à tout le monde ce que c'était et j'essayais de faire ce que je pouvais parce que c'est une Coupe du Monde, quoi. J'en sais rien si c'était peut-être la dernière, je sais pas. Tu ne sais jamais avec la Suisse, ouais, c'est pas garanti de qualifier à la Coupe du Monde. ouais, c'est sûr. Ouais, donc, bah, par la suite, la Suisse, ils perdent 1-0 contre le Chili, Mhm. match nul contre le Honduras, et bah, fin de l'aventure de la Coupe du Monde. Mhm. Ouais, comme je t'ai dit, pour moi mon aventure, elle était déjà un peu finie avant. Euh, mais c'est clair que j'ai tout fait pour, si on passait, peut-être être là, tu vois.
j'avais encore cette espérance. Mais ouais, je me suis dit de nouveau dans ma tête, non, faut que j'en refasse une autre parce que c'est pas possible. J'ai de nouveau, enfin, j'ai pas manqué mon occasion, mais il faut que je retourne dans une Coupe du Monde, quoi. Après, tu sais jamais. Il y a 4 ans entre ça et la prochaine, donc on verra. Donc là, cette période-là, tu es dans quel mood? Parce que une Coupe du Monde qui laisse un peu d'amertume. Ouais. En fin de contrat avec Arsenal, tu sors d'un prêt à Everton qui s'est pas très bien passé. Ouais. Il y a des gens un peu enfin, les personnes qui t'entourent, ils te soutiennent parce que je pense que ça va être un peu difficile là. Ouais, c'est pas facile et les personnes qui sont autour de moi savent que quand c'est pas facile, moi je me mets dans ma bulle et je suis assez difficile à m'ouvrir et puis à discuter sur ce qui se passe pas bien ou ce qui se passe bien dans ma tête. Alors à ce moment-là, je parle avec mon agent puis je lui dis il faut que je trouve un club et puis que je joue quoi. Faut que je trouve un endroit où je vais pouvoir avoir des possibilités. Lui il me dit mais t'as envie de jouer où? Puis moi je dis moi en Angleterre. Je me vois pas dans un autre endroit en ce moment. Il faut que je sois en Angleterre. Mon corps il est bien. J'ai envie de jouer en Angleterre. Ok. Il trouve cette option d'aller à Fulham. Moi, je dis Fulham, c'est top. J'ai toujours aimé jouer à Craven Cottage. Le terrain, il est tout petit. Je vais courir moins que dans les autres terrains. Un club familial. J'ai un bon feeling, tu vois. Alors, je signe 3 ans à Fulham. Je signe 3 ans à Fulham. J'étais libre. J'ai signé ce contrat. J'habite près de Chelsea, un super endroit, magnifique. Et mon premier entraînement, je me casse le talon d'Achille. Enfin, je me pète le talon d'Achille. Non. Ouais, le tendon d'Achille, pardon. Donc, le tendon d'Achille qui pète dans les 10 premières minutes de l'entraînement. Donc, je viens d'arriver à Fulham. Je veux montrer qui je suis, quoi. J'arrive un petit peu en retard à cause de la Coupe du Monde parce que j'avais eu 1 semaine ou 2 semaines en plus. Et mon premier entraînement, je me pète le tendon d'Achille. Et je suis out pendant 7 mois. 7 mois, ouais, 7 mois. Jusqu'au 27 avril. Voilà. Et je reviens en fin de saison. Imagine, alors, je viens d'arriver, je me pète le tendon d'Achille. Et moi, dès le début, au bout d'1 heure, déjà, j'étais effondré, complètement cassé parce que je voulais tout prouver et tout ça, qui j'étais à Fulham. Et au bout d'1 heure, j'ai déjà switché le mode. Je me suis mis en mode attaque. Je vais revenir, tu vois. Dans ma tête, j'ai pas eu un moment où je me suis dit, je vais faire quoi, ci et ça. Non, je me suis mis en mode, là, il faut que je prenne les choses en main. J'ai tout de suite appelé des préparateurs physiques en Hollande, que je connaissais bien. Et je leur ai dit, écoutez, je vais faire cette opération et j'aurai besoin d'un endroit pour m'entraîner. Je savais que je n'allais pas vouloir rester à l'endroit là. Alors, j'ai fait mes démarches et tout ça. Et déjà, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? L'opération, il y a ce gars, ce spécialiste à Londres, ou il y a ce gars en Finlande. Il a opéré David Beckham. Moi, je fais, ouais, s'il a opéré David Beckham, moi, je vais en Finlande. Je vais pas. Si c'est bien pour David Beckham, moi, j'y vais aussi. Alors, 3 jours après, je vole en Finlande. J'arrive dans ce petit bled perdu, Turku, et il y a ce professeur spécialiste qui est super connu qui me fait cette opération. Et je reviens, et puis 1 mois après, 2 mois après, je crois, dès que je peux marcher un petit peu, je pars direct à Amsterdam, je fais mes entraînements là-bas. Je passais 2 semaines là-bas, 1 semaine à Londres, 2 semaines là-bas, 1 semaine à Londres pendant à peu près 3-4 mois. Et ensuite, je reviens à Londres, je m'entraîne à partir de février-mars. Et puis en avril, je crois, je fais mon premier match avec la première équipe. Mais c'est vrai que c'est la plus grosse blessure que j'ai jamais eue, quoi. Mais à ce moment-là, quand tu fais le switch enfin le switch, on va dire les entraînements, la préparation, la rééducation, on va dire, entre Amsterdam et Londres, Amsterdam, c'est recommandé par le club ou c'est toi qui as une personne? Non, c'est moi. C'est moi. J'ai mon coach là-bas. Je savais, tu sais, quand tu es blessé dans un club, les physios, ils ont 25 autres joueurs et ils doivent s'occuper. Et moi, je savais qu'à ce moment-là, j'avais besoin, moi, c'est une grosse blessure, tu as besoin d'un physio avec toi toute la journée.
Mhm. Et tu as besoin de travailler spécifique sur les exercices que tu as besoin de faire pour ta jambe, pour ta blessure. Puis moi, à ce moment-là, je me suis dit, non, écoute, faut que je prenne les choses en main. Je peux pas rester ici. Je dois y aller. Alors, j'ai pris mon physio personnel là-bas. C'est un centre de rééducation avec le physio, le préparateur physique. Il y a celle qui s'occupe des semelles plantaires. Ils ont tout ça dans un centre, tu vois, là-bas. Donc, j'ai fait ça et puis je me suis entraîné là-bas. Donc, le matin, je voyais le physio. Ensuite, je faisais la préparation physique. L'après-midi, de nouveau le physio, préparateur. C'était des journées entières de travail. Et, euh, Non, et voilà. non. Donc, la saison se termine, tu fais 3 matchs. Ouais, Donc, tu as quand même, à charge de revanche, tu as envie ouais. de faire une bonne saison. Enfin, la saison qui se prépare, tu as envie de faire une bonne saison à Fulham, quand même. Parce que, mine de rien, les supporters, ils t'attendaient quand même. Et puis, tu as envie de leur rendre ça, non? Ouais, ouais, c'est clair. Déjà, c'est une victoire pour moi de revenir avant la fin de la saison. C'était mon objectif. Euh, on se sauve, je crois, cette année-là, juste à la fin. Euh, moi, non, on s'était déjà sauvé avant. On joue l'Europe l'année d'après quand je recommence, grâce aux playoffs. C'était incroyable. On a commencé la préparation un peu plus tôt et moi, ça m'a permis de ne pas prendre trop de vacances parce qu'à ce moment-là, j'ai fait 3 matchs et j'ai déjà été out toute l'année. J'ai pu recommencer assez rapidement et puis on a joué direct en Coupe d'Europe. Mais moi, c'est clair que c'était une victoire pour moi de revenir avant la fin de la saison. Mhm. Non, c'est top. Donc là, championnat, vous préparez championnat d'Europe, préparation, etc. Ouais. Dans l'équipe, ça se passe comment au niveau du. Parce que tu arrives dans cette équipe, donc tu t'es blessé, après tu étais quand même là, mais tu faisais quand même les allers-retours avec Amsterdam pour la préparation. Est-ce que tu as pu créer quand même un lien avec cette équipe, étant donné que, enfin, ouais, tu étais là, mais pas toujours là. Ouais. Voilà, ouais, j'étais là, mais pas toujours là. Donc, y a- j'ai créé quand même des liens parce qu'à partir de la moitié de la saison, je passais beaucoup plus de temps là-bas. Mais au début, Hum, j'avais besoin de ce temps un peu à l'extérieur. Et ouais, j'avais vraiment, je voyais qu'il y avait de la place dans cette équipe et que je pouvais jouer, quoi. J'avais vraiment encore plus faim qu'avant parce que je savais que là, je suis revenu de loin, hein, de revenir de cette blessure du tendon d'Achille. Je reviens très loin et j'ai encore plus envie de bien faire. ok. Ok. Donc, fin de saison, il y a le maintien quand même pour Fulham. C'était quoi? Ouais, C'était l'objectif quand même, hein. ouais, ouais. Le tableau, de toute façon. À l'époque, c'était l'objectif, même si on a joué en Coupe d'Europe assez tôt, on a fait une belle campagne et tout. L'objectif à Fulham, c'était quand même de se maintenir et, euh, et d'aller le plus haut possible. Mais milieu de tableau, on avait les joueurs pour être au milieu de tableau. Maintenant, je dois dire, les années que j'ai passées à Fulham, c'était vraiment top. Vraiment, vraiment top. Euh, c'est un endroit super pour jouer au foot. Le terrain d'entraînement, l'endroit où c'est à Londres, c'est magnifique. Et en dehors du foot, j'ai beaucoup profité. Ça, c'est vraiment un truc. J'ai fait des amitiés aussi là-bas qui restent aussi aujourd'hui, quoi, encore aujourd'hui. Hum. Fulham, ça te fait penser un peu, enfin, le stade de Fulham, peut-être tu faisais un peu penser au stade des Charmilles, non? Ouais, ouais, vraiment, mais faut aller le voir, quoi. C'est au milieu de nulle part, juste une des tribunes. Derrière la tribune, il y a l'eau, il y a la rivière. C'est incroyable le stade où il est construit. Puis il est tout petit. Il y a une partie de la tribune, elle est en bois. C'est la famille, les familles, elles sont là-bas dans la petite cottage, le petit cottage Hum. en bois, le petit chalet en bois. Et ouais, c'est un stade magique en Angleterre. Ouais. Donc, c'est un endroit très familial où je me suis senti très, très bien. Il y a un petit truc qu'on a sauté juste un petit peu. Et Ouais, après, pour juste en parler un peu en globalité, les championnats d'Europe avec le Nati. ouais, Est-ce que tu as une anecdote, un petit peu, un petit truc comme ça? Parce que je crois que t'avais fait quand ils ont fait championnat d'Europe Suisse et Autriche, non? ouais, 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 ouais. c'était Ouais, incroyable. ça, c'était incroyable. Jouer les championnats d'Europe en Suisse, on était déjà qualifiés parce que on était les pays d'office et Ouais. c'était magnifique, quoi. On a tout le pays derrière nous. Ils nous attendaient vraiment qu'on fasse quelque chose de grand, hein. Hum, Vraiment, hum. ils voulaient qu'on fasse quelque chose de grand.
et on est un petit peu passé à côté de nos premiers matchs. Ça, c'est vraiment le truc qui nous a un peu mis sur les mauvais rails, peut-être, si je peux dire. On est un petit peu passé à côté de notre premier match contre la République tchèque. Et ensuite, c'était difficile. C'était pas facile de revenir. On a joué quand même contre des équipes un peu plus compliquées plus tard. Mais ce premier match, si on gagnait, je pense qu'on partait quand même dans une bonne direction. Mais c'était magique de voir tout le pays derrière nous. Même les matchs amicaux avant l'Euro, c'était magnifique. On a joué plusieurs matchs à Genève aussi contre l'Italie. Je ne sais pas si vous étiez venus. Ça, c'était des bons souvenirs, quoi. Donc après, Fulham, c'est quoi? C'est 3 saisons et demie, c'est ça? 3 ans et demi, ouais. Au milieu des 2 ans, au bout de la deuxième année, je re-signe de nouveau 2 ans et je reste là-bas. Il y a eu dans ma dernière année pas mal de changements d'entraîneur. Dans l'été, là, il y a un des coachs qui me fait jamais jouer pendant toute la préparation. Je sens que là, il veut vraiment que je parte. Et moi, je suis là, j'ai encore 2 ans de contrat. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Faut que je trouve une solution. Le coach, il me fait pas jouer toute la préparation. Et je devais aller en équipe nationale. Il y avait ce match amical juste avant l'équipe nationale, avant le début du championnat avec l'équipe nationale. Et je fais toute la préparation, je fais pas un match avec Fulham. Et en fait, la dernière discussion que j'ai avec le coach, c'est je lui ai dit, t'es le pire entraîneur que j'ai jamais eu parce qu'il voulait vraiment me forcer à partir, tu vois. Il voulait vraiment me forcer vers la porte et il m'a dit aussi des trucs pas jolis, tu vois, mais il me faisait jamais jouer en préparation, etc. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je dis, ok, t'es le pire entraîneur, je pars d'ici, quoi. J'ai des contacts avec Parme en Italie. Alors, je vais à Parme. Je signe mon contrat à Parme avec le directeur. Je suis dans son bureau. Je signe mon contrat avec ma femme, avec ma famille. On est déjà en train de chercher des maisons à Parme, tu vois, des appartements pour aller vivre là-bas. Et depuis le bureau du directeur du terrain d'entraînement, je prends mon taxi et je vais à l'aéroport. Je vais aller rejoindre l'équipe nationale. Et mon agent, il m'appelle et il me dit, ouais, écoute, il n'y a pas de deal avec Parme. Je fais, comment ça, il n'y a pas de deal avec Parme? Je viens de signer, j'ai le contrat, j'ai tout signé devant le directeur aussi. Il fait, non, écoute, Fulham, il voulait faire un échange entre toi et un autre joueur et ça ne va pas se faire, quoi. Donc, tu vas retourner à Fulham. Moi, je dis, comment ça, retourner à Fulham? Tu sais, c'est ce que je lui ai dit la dernière fois au coach. Je ne vais jamais jouer là-bas. Il fait, écoute, tu dois retourner là-bas. Alors, je vais en équipe nationale, je fais le match en équipe nationale et je retourne. Et je reviens 4 jours avant le début du championnat. 4 jours avant le début du championnat, le premier jour, je reviens après à l'entraînement. Le coach, il m'appelle dans son bureau. Il me dit, écoute, Phil, j'ai été un peu dur avec toi. Je devais faire ça. Le club a voulu que ci et ça. On voulait faire cet échange. Ça s'est pas fait. J'ai été dur avec toi. Moi, j'ai rien dit. Moi, je dis, OK, tu sais quoi? Je suis là. Je vais tout donner et puis je vais regagner ma place s'il faut la regagner. Et 4 jours après, premier match du championnat, je suis titulaire. Tu vois, ça, c'est des trucs tu peux pas expliquer, quoi. Je suis titulaire et puis je commence la saison et puis voilà, je joue cette saison-là. Mais ça, c'est des choses, les supporters de Fulham, ils me demandaient, mais pourquoi tu n'as pas joué? Pourquoi tu n'as pas assez? Bah, je peux pas te dire, c'est comme ça. Ensuite, ils m'en devaient une un peu, Fulham. Donc, l'hiver d'après, j'ai une possibilité de partir. Je leur dis pas où, mais je leur dis, écoutez, cassez mon contrat. Je joue pas. Il y avait un nouvel entraîneur. Je joue pas depuis 5 matchs. Laissez-moi partir. Je vais pas vous dire où je veux partir, mais laissez-moi partir. Ouais, on va juste te couper parce que ça fait déjà 2 Ouais, heures. ouais, vas-y. On va relancer le. On parle trop. C'est magnifique. Allez, à toutes. Attends, on commence pas tout de suite.